Et alors maintenant, je vais appeler Florence Richardson, donc présidente de Femmes Business Angel et cofondatrice de Win Equity, qui va animer donc la seconde table ronde consacrée aux levées de fonds. Florence. Merci beaucoup Hortense. Bravo, c'était passionnant. Et merci à tous les intervenants pour ces récits inspirants et surtout très encourageants. Bon, alors il y a quand même encore du chemin à parcourir, même s'il y a vraiment des points positifs qui ressortent de l'étude et du débat. Donc on va voir maintenant ce qu'il en est côté investissement. Et j'ai le plaisir à inviter à venir sur scène Asma Shakir Alaoui, qui est cofondatrice et CEO de Véli Vélo. Romain Lavaux, voilà. General Partner chez Partech, bonjour. Alix Doranty, qui est cofondatrice de The Ladies Bank, et puis Jessie Toulcanon, qui est cofondatrice et CEO de PicMe. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc bon, on le sait, les femmes bénéficient encore trop peu de levées de fonds. Et elles sont surtout très peu présentes ou pas assez présentes dans la sphère de l'investissement. Alors il y a des initiatives qui existent et quelque part c'est un peu le sens de mon engagement à la fois chez Femmes Business Angel et aussi en tant que cofondatrice de Win Equity. Mais on est encore loin du compte et donc l'idée c'est comment est-ce qu'on va accélérer et finalement est-ce que l'impact serait pas un des facteurs, on en a commencé à en parler ce matin et on a le début de réponse, un des game changers finalement pour booster cet entrepreneuriat féminin et surtout son financement. Alors peut-être pour commencer, pour y répondre, je commencerai par vous, Jessie, Asma, pour aborder le sujet des femmes et des levées de fonds, qui est celui de cette table ronde. Donc Jessie, en 2020, vous avez donc créé PicMe, qui est la première plateforme de livraison collaborative de voisins relais. Alors qu'est-ce qui vous a fait finalement sauter le pas ? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous lancer ? Bonjour à tous. Ouais, effectivement, en 2020, plutôt en 2019, moi j'étais directrice e-commerce et marketing dans le retail. J'ai eu un cursus assez classique dans le digital et après dans le e-commerce. Ce qui m'a encouragée, alors contrairement à ce que disait Aude d'InnovaFeed, moi j'ai pas eu de parcours ingénieur, j'avais pas de réseau. Aucun de mes amis est entrepreneur, encore moins ma famille. Je crois que je suis la seule à avoir de bac dans ma famille. Donc moi, ce qui m'a beaucoup inspiré et beaucoup aidé, ce qui a fait germer la graine, c'est des événements comme celui-ci, c'est la JFD, c'est tous les programmes justement autour de l'entrepreneuriat à destination de toutes les femmes à tout âge. Et donc je me rappelle, moi je me considérais comme intrapreneur à l'époque. Donc j'étais directrice e-commerce, j'allais à la JFD, je crois que j'ai fait la première tous les ans. Merci. Et puis quand est venue l'idée de PicMe, parce que le constat je l'ai fait dans ma société où je gérais le service client et où plus de 60% des appels au service client étaient liés à la mauvaise livraison de colis, et que l'idée de PicMe est devenue une évidence et donc qu'il fallait que quelqu'un la monte, et ben c'est devenu légitime que ce soit moi. Mais 5 ans auparavant, ça aurait absolument pas été le cas parce que je me serais pas sentie légitime. Donc moi j'ai eu besoin petit à petit, en fait, de me sentir légitime pour aller créer PicMe. Et aujourd'hui, effectivement, PicMe, c'est vraiment réconcilier efficacité logistique et impact en créant du lien social. Donc, on est typiquement dans ce que vous disiez ce matin sur l'étude. Et on est fiers d'avoir 50% de femmes à la fois au sein de l'entreprise, au board et au CODIR. Donc, on essaye aussi de faire notre maximum pour faire avancer les choses. Alors vous êtes devenu super légitime puisque vous venez de clôturer une levée de fonds de plus de 3 millions d'euros. Alors qu'est-ce qui a finalement attiré les investisseurs et puisque vous avez quand même rencontré quelques difficultés que vous attendiez peut-être pas d'ailleurs ou oui, je sais pas, en tant que femme dans le secteur de la logistique qui est pas spécifiquement très féminin. Oui, alors effectivement, clôturer une levée de fonds, c'est une belle étape. Alors, on en a fait 2 chez PicMe, donc c'est des étapes importantes pour la croissance de l'entreprise. Des difficultés finalement, et on en parlait avec Asma, finalement, moi, être une femme a toujours plutôt porté mes projets, que ce soit au sein de l'entreprise ou que ce soit au sein de PicMe. Et les difficultés, elles sont plutôt venues par des biais qu'on a eu en face. On a eu quelques investisseurs, effectivement, mais qui nous ont dit plutôt en avant leur faute, ou peut-être à moitié pardonné, qu'ils avaient des biais. Et que les biais pour les investisseurs, c'était de se dire, quand on analyse un business plan
d'une start-up montée par une femme, on se dit qu'on peut faire x3 sur les chiffres parce que c'est sous-estimé. Alors, ils ne me connaissaient pas bien, parce que moi, c'est plutôt l'inverse. Mais en tout cas, c'est des biais que peuvent avoir certains investisseurs. Je pense que ça, c'est en train de changer également. Et je pense que le fait de plus en plus avoir des femmes qui viennent aussi porter des projets, ça change les choses. En l'occurrence, pour nous, avoir une femme et avoir surtout une équipe mixte, c'est ce qui a fait qu'on a convaincu l'investisseur. Donc, l'équipe qui était hyper légitime à monter PickMe et à le porter au niveau international. Et puis deux, ce challenge, ce projet, la conviction pour les investisseurs que PickMe devait être un service qui devait exister. Mais voilà, encore une fois, finalement, pas tant de difficultés pour lever des fonds en tant que femme. Moi, j'ai surtout vu que c'était une opportunité, au contraire, de prendre la parole. Moi, je fais de la logistique. Donc, mes journées, elles se passent dans des entrepôts ou avec des transporteurs. Le milieu logistique, je pense que c'est majoritairement des hommes, plutôt pas très jeunes. Et donc, être une femme et montrer qu'on peut monter ce type de projet en tant que femme, ça a été une super opportunité de le défendre auprès d'investisseurs. Bon, ça, c'est chouette d'entendre des messages hyper positifs, donc il faut continuer. Asma Shakir Alaoui, donc, vous avez fondé en 2018 Vélo, qui est un service de location de vélos électriques de longue durée destiné aux professionnels de la livraison. On est encore dans la logistique. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes lancé finalement après 10 années chez EY? C'est pas tout à fait le même domaine. Non, je vais faire attention. Donc effectivement, je n'étais pas prédestinée à être entrepreneur et un peu comme Jessie et à contrario du modèle de Aude, je ne suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs. J'ai un parcours universitaire, une formation d'expertise comptable. J'ai rejoint les bancs de EY il y a 10 ans. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'étais très épanouie dans mon job chez EY et c'est cet épanouissement qui a fait que j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs, tous inspirants les uns que les autres. Et alors, pour être un peu plus précis, je faisais partie des équipes d'Emmanuel et Franck, qui étaient spécialisées dans les jeunes entreprises de croissance et donc les startups. Et au cours de ces 10 années, j'ai été amenée à accompagner un certain nombre de belles startups françaises et de beaux entrepreneurs, hommes et femmes, qui étaient porteurs de projets entrepreneuriaux avec du sens et de l'impact. Et ça m'a donné cette envie de rejoindre un peu cet écosystème des entrepreneurs. Alors, entreprendre et vouloir entreprendre, c'est une chose, mais passer le pas, c'est une autre. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité business, parce qu'on peut avoir cette envie d'entreprendre, mais quand l'opportunité business ne se présente pas, un bon courage. Alors du coup, moi, j'ai eu la chance, au moment où j'ai eu cette envie qui a pris, où j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière et entreprendre et porter un projet qui avait du sens, il s'est trouvé que mon mari avait besoin de mettre en place et en œuvre un business qui avait du sens. Et donc, c'est l'opportunité business aussi qui m'a fait un peu passer ce cap-là. Donc, je dirais, c'est pas forcément du mentoring, c'est pas un rôle modèle qui m'a plutôt poussé à l'entrepreneuriat, mais c'est surtout mon parcours financier d'accompagner des jeunes entrepreneurs qui m'a donné cette envie et également l'opportunité business. L'envie, l'opportunité business, effectivement, c'est les points clés. Et d'ailleurs, vous avez levé fin 2021 4 millions d'euros, donc une très belle levée. Et je crois que vous travaillez actuellement sur une nouvelle levée beaucoup plus importante d'une quinzaine de millions. Finalement, vous allez aborder votre déploiement européen, donc vous passez une nouvelle échelle. Et au bout de 5 ans, votre entreprise, elle est rentable. Ce qui, dans le domaine des startups, au bout de 5 ans, n'est pas toujours le cas. Est-ce que finalement, ça a permis de voir que la perception de vos partenaires financiers, elle a évolué depuis le début? Alors, pas spécialement la perception de mes partenaires financiers, mais la perception du monde entrepreneurial dans son ensemble. Alors, moi, un peu comme Jessie, je suis dans un monde d'hommes, et je dirais même doublement, parce que je suis à la jonction entre la mobilité et la supply chain. On est une solution de mobilité pour les professionnels de la livraison, donc pour les last milers. Et malheureusement, ces deux secteurs d'activité sont extrêmement masculins. Au lieu d'en faire un inconvénient, j'en ai plutôt fait un avantage. Et je me suis dit, OK, si ça doit me donner un avantage concurrentiel et une différence par rapport à mes pairs, c'est de dire que je suis une femme. Effectivement, quand je passe, en général, on se souvient que c'est une femme qui est passée. Et donc, c'est Vélo, et ça retient l'attention des gens. Donc j'en ai plutôt fait une force qu'une faiblesse.
Et après, moi, j'ai également l'avantage d'être quelqu'un qui a baigné dans la finance. Et vous l'avez dit, notre business model est rentable et profitable. Ça l'a toujours été depuis le premier jour. C'est probablement mes démons de l'audit et de l'expertise qui ont fait que dès le départ, on a souhaité monter un business model qui soit dans la pérennité. Et effectivement, le regard des fonds, il est différent. Quand on a devant soi une femme qui maîtrise son sujet et qui maîtrise son business model, sans doute qu'une autre équipe, nous, on était très légitime de monter cette boîte. Une légitimité à la fois terrain, parce que mes deux associés, hommes pour le coup, donc je me suis associée à des hommes, sont des opérationnels, sont des gens du terrain qui parlent le même langage que nos clients. Et puis moi qui ai plus cet aspect managérial, finance, chef d'orchestre en quelque sorte, qui a fait que nous ça n'a jamais été réellement quelque chose qui nous a été remonté, de nous dire c'est une femme qui porte le projet, ça va porter préjudice. Nous on l'a plus joué, c'est une force. Notre équipe a du sens. On aime bien dire qu'on est une solution de professionnels pour les professionnels. Ce sont d'anciens livreurs pour les livreurs d'aujourd'hui. Et qu'on est très complémentaires. Et je pense qu'elle est là la force de notre équipe. Légitimité, complémentarité, effectivement, c'est vraiment une force. Et donc, je me tourne vers l'investisseur pour évoquer les points clés de levée de fonds, les chances de succès, les biais aussi, puisqu'on en a un petit peu parlé. Romain Lavaux, vous êtes General Partner au sein de Partech et donc à la tête d'un fonds d'amorçage de 300 millions d'euros. Alors, des dossiers de femmes fondatrices, vous envoyez peut-être pas assez, mais en tout cas, vous envoyez beaucoup. Vous envoyez en France, vous envoyez aussi dans d'autres pays étrangers, puisque vous investissez aussi en Europe, aux États-Unis, en Asie. Alors, Romain, comment est-ce que vous expliquez quand même des chiffres qui restent toujours tellement en défaveur du financement de l'entrepreneuriat féminin ? Et qu'est-ce qui a évolué au cours des 10 dernières années en France, mais peut-être aussi à l'international? Et puis, est-ce que chez Partech, vous accompagnez beaucoup de fondatrices? Alors, j'essaierai de conclure sur une note d'optimisme sur ce sujet, mais en fait, je pense qu'en 10 ans, le principal changement, c'est qu'on arrête de chercher des excuses. Alors, on se cherche beaucoup d'excuses quand on est investisseur, et notamment quand on est confronté à ce sujet de la diversité, on invente plein d'excuses. La première, c'était oui, mais dans la tech, il faut être des ingénieurs, il faut être scientifique. On en a parlé dans le panel précédent. Ça reste un problème, mais ça change pour deux raisons. La première, c'est que les écoles sont de plus en plus diverses. Donc, j'étais ravi d'entendre justement les écoles très volontaires sur ce sujet. Et le deuxième, c'est que la tech se commoditise. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir un PhD en data science pour démarrer une boîte. Donc ça, cette excuse bottleneck de départ, c'est sûr qu'il existe, mais ça commence à se résoudre. Donc c'est pas un sujet. Le deuxième, c'est que, objectivement, il y a 10 ans, personne ne parlait de ce problème. On ne le mesurait même pas. Et nous, c'est intéressant dans notre... Moi, j'ai rejoint Partech il y a 10 ans, donc c'est exactement cette fenêtre d'observation. Il y a 10 ans, c'était une petite boîte, on était 7, on se mettait autour de la table, on se comprenait quand on disait c'est une bonne équipe. D'ailleurs, on n'était que des hommes, donc c'était facile. On disait quand c'était une bonne équipe, on avait en fait une réponse clonée, individuelle, les 7 personnes. Et donc, on n'investissait que dans les boîtes qui ressemblaient à ce qu'on était nous, des ingénieurs français, etc. Et puis en grossissant, en se diversifiant, donc aujourd'hui c'est 70 personnes, c'est presque 20 nationalités, beaucoup plus de femmes, on s'est rendu compte que cette notion de bonne équipe, en fait, elle est totalement biaisée. Et comme tout le métier de l'investisseur, c'est justement, on parle toujours de l'importance de l'équipe dans la décision, c'est vrai, il y a un énorme biais dans cette observation de l'équipe. Il faut l'accepter et il faut le mesurer. Et quelque chose qu'on a fait il y a maintenant 5 ans, c'est de faire passer des tests cognitifs à tous les investisseurs et investisseuses chez Partech. Et croyez-moi, les résultats sont incroyables. C'est-à-dire que, bon, moi je le sais, étant marié de manière heureuse depuis 22 ans, je sais que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas pareil. Mais dans une équipe d'investissement, c'est incroyable de voir par rapport aux mêmes sujets, les mêmes questions, la diversité des points de vue. Et en fait, il faut accepter cette part de subjectivité dans le processus d'investissement. Oui, on met des chiffres, oui, on met des business plans, on écrit des mémos, etc. On rationalise, mais en fait, on rationalise une décision qui est hautement subjective. Et donc, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on accepte que cette décision, elle est subjective, qu'elle est hautement biaisée. Je ne pense pas qu'on puisse éliminer ces biais. C'est l'ADN personnel. Il faut en avoir conscience et il faut les prendre en compte dans le processus d'investissement. Ce qu'on a fait, nous, c'est d'avoir une grille de critères. On a essayé d'objectiver ce que c'est qu'une bonne équipe pour que, quand on pose la question à des hommes, des femmes, des Américains, des Africains, des Européens dans notre équipe,
on ait un semblant de réponse à peu près structurée. Donc on a une liste de 25 critères comme ça, qui nous permettent à la fin d'être d'accord. Ou pas d'ailleurs, parce que d'ailleurs les bons investissements, c'est parfois ceux sur lesquels on n'est pas d'accord et sur lesquels il y a une ou deux personnes dans l'équipe qui ont un fort sentiment subjectif de dire « vous êtes en train de passer un truc à côté d'un truc incroyable, il faut leur faire confiance ». Et quand on regarde dans le rétroviseur, beaucoup de ces deals en fait, ont été extraordinaires par la suite. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, alors il y a 10 ans, on ne les mesurait même pas. Oui, on accompagne des fondatrices. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on compare les fenêtres d'observation. Si on regarde les 2 dernières années, on est à 23% de sociétés financées par Partech où il y a au moins une cofondatrice, donc des équipes mixtes. Maintenant, quand on lève le capot et qu'on regarde, parce qu'on a la chance, nous, d'accompagner les startups à peu près à toutes les étapes, donc depuis le pré-seed jusqu'à très late stage. En fait, quand on regarde notre dernier fonds d'amorçage, notamment là, qui a fait une vingtaine d'investissements, on est à 30% d'équipes mixtes. On n'est qu'à 13% sur le late stage. Donc on sent que, on en avait parlé d'ailleurs dans le panel précédent, on sent que cette pyramide est en train de changer par le bas. Elle est en train de changer par la jeune génération. Donc c'est une note d'optimisme sur laquelle je voulais conclure. Le problème maintenant, on en a conscience. Il ne va pas se résoudre autrement que par le fait de l'intégrer et de travailler dessus, et de travailler d'ailleurs sur la propre diversité de nos équipes, au passage. Donc, comme beaucoup de fonds d'investissement, on a pris des engagements là-dessus. Et évidemment, accompagner les jeunes générations dans l'entrepreneuriat, parce que c'est par là que c'est en train de changer. Alors, Jessie, en fait, l'étude, elle montre finalement, alors ça c'est quand même un chiffre qui est très intéressant, que, on l'a dit, 80% en fait des fondatrices cofondent avec un homme, ou deux, plusieurs. Vous-même, vous avez démarré toute seule. Au départ, c'était votre idée, c'était votre projet. Et puis quand vous êtes associé, vous êtes allé vous associer avec 2 fondateurs. Qu'est-ce que, finalement, pourquoi et comment vous avez utilisé cette complémentarité ? Ouais, moi j'ai démarré solo et je pense que si j'avais pas démarré solo, j'aurais jamais démarré. Encore une fois, sans réseau, en fait quand on a une idée et qu'on se dit qu'on va aller la monter, enfin c'était pas pensable pour moi. J'avais pas d'amis ou de réseau qui le faisaient, donc j'ai été seule, très naïvement et inconsciemment. Je leur ferai pas du tout peut-être avec le recul, mais en tout cas à l'époque c'était comme ça et heureusement. Par contre, effectivement, quand on est solo fondeur en France, dans l'écosystème tech parisien, on est très vite confronté à « ah bah non, solo founder, t'y arriveras jamais. Pourquoi t'as pas un CTO? En plus, quand tu montes une boîte tech, bon, alors moi j'avais appris à coder, j'étais trop fière d'avoir fait un bootcamp. Puis on me disait non, mais t'es pas CTO. Oui, alors, effectivement, je suis pas CTO et heureusement, mais du coup, c'est devenu nécessaire pour moi parce que c'était une question. Alors c'était une question d'amener le projet, de mener le projet à bien. Moi, j'avais besoin de profils complémentaires. Homme ou femme, très franchement, j'ai pas du tout été sexiste. C'est juste que j'ai daté mes associés. C'était en plein dans le Covid en 2020, donc moi je les ai datés à distance. Et quand on date des COO ou des CTO, 99%, j'ai vu des hommes. Et que après le coup de foudre s'est fait avec 2 d'entre eux. Mais c'était surtout la recherche de la complémentarité et puis la recherche du succès. Je savais très bien qu'en montant cette boîte seule, j'y arriverais pas, j'irais pas très loin. Et puis après, ça c'est très personnel. Moi, j'ai monté Pick Me pour monter une équipe, pour monter un projet aussi qui a de l'impact et qui a du sens pour moi. C'est arrivé à un moment de ma vie, j'ai monté Pick Me, j'avais 35 ans, à un moment où je voulais créer un écosystème vertueux et donc le monter seul avait pas beaucoup de sens pour moi. Coup de foudre avec 2 hommes à la fois, c'est quand même super, moi je trouve. Alors justement, on rebondit parce que effectivement, l'équipe, c'est fondamental, on le dit tous en tant qu'investisseur. Le côté intuitif, effectivement, il est vraiment important. Mais donc la rationalité, est-ce que ça vous amène à regarder la mixité et plus largement la diversité, Romain, comme des critères qui deviennent de plus en plus importants? Alors, je pourrais faire la réponse hyper politiquement correcte en disant oui, la diversité, c'est hyper important. En fait, évidemment, mais la question c'est pourquoi. En fait, pourquoi c'est important du point de vue de l'investisseur? Et quand on regarde, monter une boîte, c'est pas facile. Il y a, en fait, entre le démarrage et l'arrivée, il y aura des hauts et des bas, beaucoup de bas. Déjà, il faut trouver son marché, il faut trouver le bon produit, il faut savoir parler aux clients, etc. J'étais très sensible à ce que disait Aude tout à l'heure. Effectivement, on fait tous ce métier, investisseur, entrepreneur, pour changer le monde et créer en fait le monde de demain en résolvant un problème qui nous est cher.
Si on reconnaît que le monde, c'est quand même un monde mixte, c'est quand même mathématique, c'est pas une équipe peu diverse qui va s'identifier en fait aux problèmes qu'elle est en train de résoudre et à ses clients. Et en fait, un des premiers critères, juste après la qualité de l'équipe toute seule, c'est ce qu'on appelle le founder market fit. On parle beaucoup de product market fit. Et ce qu'on regarde, nous, c'est le founder market fit. C'est est-ce qu'il y a dans l'ADN de cette équipe les différentes composantes qui vont permettre de réussir. Et pour prendre des exemples, le nombre de fois où je vois des produits mais géniaux, vraiment géniaux, des trucs de dingue, mais portés par 2 ingénieurs qui regardent leur pompe quand ils parlent et quand ils pitchent, ça ne marche pas. La stricte vérité, c'est que ça ne marche pas. C'est d'ailleurs la force des Américains, c'est qu'ils sont capables d'avoir cette qualité de storytelling, etc. Donc nous, on va chercher cette diversité de compétences, cette diversité de points de vue qui va ressembler au chemin qu'ils souhaitent avoir. Ça, c'est la première. Et la deuxième chose, qui est essentielle dans cette diversité, c'est que comme ce chemin, c'est des hauts et des bas, il faut savoir gérer les bas. Et nous, les statistiques, c'est qu'il y a à peu près une start-up sur 10, les fondateurs se séparent. Ça arrive, hein, sur des échelles de 7, 8, 10 ans, ça fait partie de la vie. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre portefeuille, il n'y a jamais eu d'équipe mixte qui se soit séparée. Alors justement, on parle de risque, parce que vous le dites, hein, créer une entreprise, c'est effectivement passionnant, mais c'est une vraie aventure avec des hauts débats et une vraie prise de risque. On a dit tout à l'heure, les femmes n'étaient pas à risque adverse, je suis tout à fait d'accord, mais elles mesurent peut-être bien le risque. Et justement, Alix, vous êtes intrapreneur au sein de Odo BHF, vous avez créé The Ladies Bank pour justement renforcer l'éducation financière des femmes, leur donner les clés de gestion de patrimoine. Alors, quel regard est-ce que vous portez justement sur la prise de risque et notamment sur le risque financier aussi, mais pas que prennent les entrepreneurs, les fondatrices? Merci beaucoup. Alors, en effet, quand on parle de risque, je suis d'accord, les femmes ont aussi l'appétence pour le risque. Et d'ailleurs, pour aborder ce risque sereinement, le sujet, c'est de comprendre le risque qu'on prend, en premier lieu, et de le maîtriser. Et dans notre métier, donc nous, on est une banque privée, Odo BHF, on estime que c'est le rôle et de la responsabilité des institutions financières d'accompagner leurs clients dans cette prise de risque. Pourquoi ? Parce que justement, un banquier privé, il a vocation à écouter son client, comprendre ses besoins, ses appréhensions, définir une stratégie patrimoniale avec lui et donc l'aider à anticiper l'avenir avec sérénité. Et dans le cas d'un entrepreneur, son patrimoine, c'est son entreprise. Donc notre rôle, c'est de l'accompagner pour maîtriser ces sujets. En premier lieu, anticiper. Anticiper quoi ? Chaque étape de l'entreprise et de mettre en place des outils patrimoniaux, juridiques, fiscaux, financiers qui seront destinés à accompagner chacune des étapes de l'entreprise. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est quand on monte son entreprise, on réfléchit à un pacte d'actionnaires. Donc nous, on les aide aussi à penser, comme dans la vie aussi, quand on fait un contrat de mariage, un bon pacte d'actionnaires, il faut aussi anticiper la sortie. On se sent libre quand on voit où est la porte de sortie. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Pendant la vie de l'entreprise, il y a différentes étapes auxquelles sur lesquelles il ne faut pas aller trop vite. Donc il est capital de se pencher sur ces sujets et vraiment de s'investir. Ça va être, par exemple, le mariage d'un des associés. Quelle va être l'incidence du mariage sur la vie de l'entreprise ? Parce que, effectivement, si cet associé décède, que va-t-il se passer ? Mais aussi, de façon pragmatique, comment je vais gérer la trésorerie de mon entreprise dans ces temps de levée difficiles. Et enfin, quand on anticipe une opération sur le capital, donc il va falloir gérer toute la levée de fonds et notamment avoir des réflexions, oui, personnelles, mais un bon entrepreneur doit prendre du temps pour soi pour réfléchir à la détention de son entreprise. Et donc, sur tous ces sujets, nous, on s'est rendu compte que les femmes étaient plutôt timides. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre métier de banquier privé, on a été plusieurs à vouloir s'engager à côté de notre métier pour accompagner les femmes sur ces sujets et leur donner confiance au travers de l'éducation financière. Et on est convaincus qu'en ayant, nous, justement, un impact aussi grâce à cet outil qu'est Ladies Bank, eh bien, on leur permet à chacune d'avoir plus d'impact dans leur quotidien,
personnel, mais aussi professionnel, et donc permettre que leur entreprise à impact démultiplie son impact. Très bien. Alors, timidité, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, besoin d'éducation financière et d'être peut-être rassuré. Bon, ceci dit, Asma, vous avez confondé, comme vous le disiez, Véli-Vélo en famille avec votre mari. Et cette prise de risque, finalement, en étant tous les deux dans la création d'entreprise, ça vous a pas fait peur? Parce que les enjeux patrimoniaux sont effectivement importants. Alors, je suis très contente de vous poser la question parce que souvent, on me la pose à demi-mot, on n'ose pas trop me la poser. Donc, voilà, je vais pouvoir y répondre. Et pour être honnête, je ne me suis pas posé la question. Et je pense encore une fois que c'est un bon exemple pour dire qu'on a la même aversion du risque hommes et femmes. Je ne me suis pas posé plus de questions que lui, il s'est posé. Alors, il s'avère que mon mari était entrepreneur avant moi, il était restaurateur pendant une quinzaine d'années. J'avais l'impression qu'il s'éclatait dans son métier parce que je le voyais s'éclater. Alors, il ne me disait pas toutes les difficultés qu'il rencontrait en tant qu'entrepreneur. J'aurais peut-être pris une décision différente, mais à l'époque, il s'éclatait quand même. Absolument pas. Bon, c'est ce qui est important. Mais il s'éclatait dans ce qu'il faisait et moi j'avais cette envie d'entreprendre et je ne voulais pas m'en priver. Et je voulais surtout m'accomplir en tant que femme. Je ne me suis pas posé la question de est-ce que c'est un risque ou pas. Et je vais même vous dire le contraire. Moi j'ai vu plutôt quand on débute un avantage qui est de dire une rapidité d'exécution, une complémentarité, on se connaît, on n'a pas besoin de s'apprivoiser. On n'a pas besoin de booker les agendas de chacun. On peut aussi arranger nos agendas avec nos contraintes familiales parce qu'on a 2 petites filles. Donc je me suis absolument pas posé la question du risque et de comment j'allais gérer le risque. Je me suis surtout dit, je veux porter un sujet passionnant, je veux m'éclater autant qu'il s'éclate, et puis adviendra que pourra. Et effectivement, quand je regarde dans le rétroviseur, je n'ai absolument aucun regret. Et puis on est dans des dimensions complètement différentes. Lui, il est très produit, très innovation. Et puis moi, je suis très finance, donc il nous arrive des journées de absolument pas nous croiser. Bon, en tout cas, vous avez eu raison d'oser. Et donc, mesdames, il faut oser. Et d'ailleurs, la donne est en train de changer, notamment sous l'impulsion des jeunes générations. Alors, ce qui émerge justement, c'est ce qui va changer cette donne, c'est probablement l'appétence particulière des femmes pour cet engagement sociétal et environnemental, ce qui ressort vraiment de l'étude ce matin avec ces 33% de start-up à impact de moins de 5 ans fondées par des femmes. Donc ça, c'est vraiment un game changer, une lame de fond. Et d'ailleurs, c'est l'orientation que vous avez prise, Jessie et Asma, donc bravo. Ce qui, moi, m'interpelle aussi, c'est que du côté investissement, parce qu'on parle des femmes entrepreneurs, mais finalement, un des points, c'est que dans l'investissement, il n'y a vraiment pas assez de femmes, et il en faut beaucoup plus. Et du côté d'investissement, et c'était d'ailleurs le thème de notre dernier forum de l'investissement chez Femmes Business Angel, le Winday, on a montré aussi que les femmes s'orientaient beaucoup plus vers l'investissement parce que justement, elles sont intéressées par l'investissement à impact. Donc ce game changer, il est des deux côtés, des côtés investissement et il est côté entrepreneuriat. Et on se dit qu'on est peut-être en train de s'orienter vers un nouveau leadership féminin pour un monde plus durable. Donc ça, c'est super. Et on ne pourra pas d'ailleurs en faire l'impasse. Et d'ailleurs, Alix, est-ce que vous constatez aujourd'hui cette évolution? Est-ce que vous trouvez que les femmes ont une approche différente de l'investissement avec cette dimension de sens et d'impact? Alors oui, les femmes ont une approche différente de l'investissement. Mais attention à ne pas tout mélanger. Je rappelle que le nerf de la guerre en France, c'est la fiscalité. Les règles sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Donc surtout qu'on ne vienne pas nous demander de créer des produits pour les femmes. Hein. Donc c'est très important de remettre en perspective ce sujet. Pour autant, donc les objectifs des hommes et des femmes sont les mêmes. Hein. Mais pour autant, les priorités ne sont pas les mêmes. Et donc, quand on s'est penché sur le sujet, on s'est rendu compte que l'élément déclencheur pour les femmes, c'était pas le rendement d'un actif, c'était pas le produit financier le plus à la mode du moment, mais c'était le sens. C'était le sens de cet argent, la finalité. Et donc, quelle finalité je vais donner à cet argent pour ma vie, la vie de ma famille, la vie de mon entreprise, et puis même le monde en règle générale. Et c'est ça qu'on va accompagner. Concrètement, quand une femme fait un cash-out, et j'espère aussi à terme, bien sûr, tous les hommes, mais l'élément déclencheur pour l'inciter à se préoccuper de comment est-ce qu'on va déboucler ce cash-out, comment on va l'organiser, etc., c'est généralement de se dire,
de répondre à une de ces préoccupations. Alors les préoccupations sont extrêmement diverses. Ça peut être la retraite, anticiper les choses avec sérénité, etc. Et se dire c'est bon, je vais pouvoir vivre tranquillement. Ça peut être transmettre à des proches, à des enfants, mais aussi peut-être justement je n'ai pas d'enfants, donc comment est-ce que je transmets cette entreprise? Ou alors ça peut être aussi de se dire j'ai envie que cet argent serve une cause qui m'est chère et donc on va mettre en place un fonds de dotation, etc. Donc, ce qui est très amusant dans tout ça, c'est que je me rends compte que dans l'étude, on met en avant les femmes qui veulent avoir un impact au travers de leur entreprise. Et on se rend compte que pour l'élément déclencheur des femmes, en matière d'investissement, ça va être aussi l'impact qu'elles vont avoir, justement, grâce à cet investissement sur leur cause. Merci Alix. Et du coup, Asma et Jessie, ça a été pour vous aussi un élément déclencheur majeur, que c'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin, l'impact aussi que vous avez dans vos entreprises? Concrètement, nous, Pick Me, c'est une communauté de plus de 110 000 voisins relais. Donc, au quotidien, l'application, enfin la plateforme est portée par 110 000 particuliers, par cette communauté. Et donc, l'impact qu'on a socialement pour eux, qui est à la fois le lien social et le complément de revenus, moi, c'est ça qui me drive le matin. Tous les matins, on a souvent les équipes du CARE chez nous qui envoient des messages de remerciements de la communauté sur ce que ça leur apporte. Et oui, c'est effectivement ce qui donne envie de se lever le matin, de changer les choses pour ces gens-là. Et puis, tous les messages pour le coup, des destinataires, donc ceux à qui on facilite la vie, qui sont ravis d'expérience. Et donc, moi, c'est l'impact humain qui m'a fait monter Pick Me, et c'est l'impact humain qui fait que j'adore me lever tous les matins pour cette boîte. Ouais, je rejoins un peu Jessie. Alors moi, j'étais très sensible au sujet impact. Nous, on est un service, un produit au service de l'impact et au service de l'impact pour la supply chain. Une supply chain qui n'a pas toujours une bonne direction de son impact. Effectivement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. C'est quelque chose que je voulais porter. Je le dis très souvent, je voulais porter un projet qui avait du sens. Et au-delà de ça, il y a aussi un sujet humain. Moi, ce qui m'animait avant même Vélo et pourquoi l'entrepreneuriat m'intéressait, c'est parce que je voulais embarquer des gens avec moi. Et je voulais embarquer des gens avec moi pour une aventure commune qui dure suffisamment longtemps pour que ce soit une belle histoire à raconter. Donc oui, effectivement, j'ai été très sensible et au sujet impact, c'est-à-dire de ce qu'on fait nous au quotidien, qui est décarboner la livraison du dernier kilomètre, mais aussi embarquer avec nous une équipe avec qui on partage cette aventure commune. Ah, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de projets à impact, et c'est ce qu'on constate nous au niveau de notre réseau d'investisseuses et de WinEquity. C'est beaucoup de projets qui vraiment sont en quête de sens. Et d'ailleurs, Romain, dans votre approche d'investisseur, est-ce que ces critères d'impact prennent de plus en plus de place? Et peut-être que vous avez d'ailleurs une annonce à nous faire. Alors il y a une espèce de perfect storm sur l'impact en fait depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise du Covid avec la réalisation que alors, la tech est à la fois une solution à beaucoup de problèmes si on l'utilise correctement, mais à condition d'en user de manière responsable. Il y a une poussée générationnelle très claire sur l'impact, et ça on le disait, tout est en train de changer par les jeunes générations, et clairement les jeunes générations d'entrepreneurs et d'investisseurs veulent beaucoup plus de sens dans les projets qu'ils entreprennent et qu'ils financent. Les clients aussi, donc quand on cherche un marché, un market fit, on va vers des sujets qui sont porteurs. Et puis, on ne va pas se le cacher, il y a une révolution en marche dans toute la chaîne d'investissement. C'est ces réglementations européennes sur la finance responsable. Ça part de au-dessus de nous, avec un mandat très très clair, un fléchage de l'argent vers des sujets impact, dans des proportions colossales. C'est à peu près 80% de l'argent qui se retrouve fléché vers des sujets impact. Donc, que ce soit une conviction personnelle des investisseurs, j'ose croire que c'est le cas pour nous, ou que ce soit forcé simplement pour suivre l'argent ou suivre la réglementation, tous les VC sont en train de changer. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une mutation qui va prendre quelques années, mais on voit que c'est déjà à l'œuvre. Nous, on va faire 2 annonces prochainement. Une première, c'est l'arrivée chez nous d'une Chief Sustainability Officer qui va nous aider, nous, à changer, mais surtout aider nos startups dans leur propre chemin. Elle est dans la salle. Et la deuxième, c'est qu'on va évidemment également se lancer sur le sujet de l'impact à grande échelle, donc avec un très gros fonds impact qui sera annoncé bientôt en Europe, et notamment sur des sujets scale-up, là où on sait qu'il y a un gap de financement. Et donc, oui, le sujet de l'impact, c'est le sujet d'avenir.
Et moi, à titre personnel, c'est vraiment ce qui me fait lever le matin. C'est une réconciliation entre ce métier de la finance qui paraît voilà, parfois un peu déconnecté du réel, juste sur des chiffres, et puis les convictions personnelles où on sait pourquoi on fait ce métier. Et le métier de l'investissement a beaucoup changé. Il y a beaucoup d'anciens entrepreneurs qui sont maintenant investisseurs. C'est très poreux, en fait, maintenant. Et on retrouve chez les investisseurs cette même envie, et c'est comme ça qu'on se rejoint avec les entrepreneurs, de financer des choses qui vont dans le bon sens. Bon, voilà, donc plus de financement pour l'impact, plus de femmes investisseuses pour financer l'impact, et donc plus de beaux projets portés par des femmes et financés par des fonds et des investisseurs. Merci vraiment à toutes et à vous, Romain, pour vos témoignages. Et peut-être, alors vraiment en 5 mots, parce que sinon on va se faire gronder, le mot de la fin pour chacun en 5 mots, pas plus. Être une phrase, oser déranger. Alors moi, ce sera 5 mots en forme d'abécédaire. Ambition, bienveillance, confiance, diversité et expérience. Alors, pour ma part, ce sera invest in you. Parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment invest in her. Mais aussi, faites-vous confiance et prenez le temps, s'il vous plaît, de mettre en place tous ces outils qui vous permettront de démultiplier votre impact. Et Jessie? Alors chez Pick Me, on aime bien go big or go home. Ça veut dire que justement pas laisser les petits projets pour les femmes, mais aussi avoir une réelle ambition et d'aller viser très très haut. Ambition, viser haut, bravo, merci beaucoup.